Bienvenue à tout le monde à cette formation sur les événements d'ampleur. Tout d'abord, avant de vous donner l'ordre du jour et qu'on commence, je voulais vous dire un peu pourquoi on avait pensé à faire cette formation. Parce que je pense qu'au sein des communautés chrétiennes engagées en démarche écologique, nous avons vraiment besoin de ces rassemblements. Donc ceux qui étaient à l'Assemblée des communautés il y a quelques jours l'ont bien vu que ça fait plaisir, ça fait du bien d'échanger, de partager les joies, les peines, les bonnes pratiques, de se sentir soutenu, de se sentir membre d'une grande communauté. Et ça, c'est de plus important, au fur et à mesure qu'on se remet de toutes les restrictions sanitaires liées au rassemblement, etc. Euh, Ensuite, une deuxième raison, c'est que vous organisez déjà tous beaucoup d'événements et que vous avez énormément de choses à partager, des conseils, et que ça peut vous rendre encore plus à l'aise dans l'organisation d'événements et ça peut créer des rassemblements encore plus beaux. Et donc, pour cela, n'hésitez pas à partager des idées, des choses auxquelles vous pensez en écoutant les intervenants dans la discussion écrite, ce sera profitable à tout le monde. Savoir organiser des événements, c'est quelque chose qui est très utile aussi pour le temps pour la création. Donc chaque année du 1er septembre au 4 octobre où il y a beaucoup de rassemblements. Et cette année particulièrement pour fêter les 5 ans du label Église verte et toutes les belles choses qui sont arrivées depuis et ce qu'on aimerait construire à l'avenir. Une petite info, cette formation ne sera pas spécifiquement dédiée aux aspects écologiques d'un événement. Vous pouvez retrouver ce genre d'informations sur le site d'Église verte ou sur plein d'autres sites, plein d'autres organismes proposent des conseils pour la logistique écologique d'un événement. Donc, je vous montre juste mon écran, donc le site Église verte dans les ressources et outils dans la partie mode de vie, a une fiche pratique sur l'organisation d'événements en prenant soin de la création. Et ensuite, donc si votre événement est assez grand, on va dire, qu'il y a des besoins logistiques particuliers sur l'écologie, vous pouvez le faire labelliser ou en tout cas regarder les ressources du réseau éco-événements. Donc sur la page label, il vous présente les axes sur lesquels on peut travailler et vous avez le référentiel donc avec les 8 thèmes et donc vous voyez, il y a 3 niveaux de labellisation et il vous suggère 3 types, des actions progressives sur chacun des 8 thèmes. Voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, nous allons avoir 3 interventions. La première de Pierre Brugidou, qui est prêtre à Montpellier et qui a organisé depuis 2019 des journées œcuméniques pendant le temps pour la création. Anne-Sophie Serrurier de la paroisse Saint-Gabriel à Paris, qui a organisé en 2018 une grande journée Église verte avec beaucoup d'acteurs impliqués. Et Jean-Pierre Charlemagne, qui est le trésorier d'Église verte et qui était dans l'équipe, dans la coordination de toute une semaine d'événements à Marseille en septembre 2021, à l'occasion du Temps pour la création. Du congrès de l'UICN, pardon. Après leurs 3 interventions, il y aura un moment de questions, puis je vais vous répartir dans des salles de discussion à 3 personnes pour que vous échangiez des idées, des conseils pratiques sur des événements que vous avez vécus et quelque chose que vous avez prévu d'organiser. Donc, je vous remettrai les consignes et puis on finira par la lecture de quelques versets bibliques qui se prêtent bien à notre thème. Voilà, donc je laisse la parole à Pierre qui va parler en premier. Merci et bonsoir à tous. Voilà, donc je suis Pierre Brugidou, je suis prêtre du diocèse de Montpellier depuis une vingtaine d'années et aumônier chez les Scouts et Guides de France, aumônier général adjoint. C'est pour ça que ma photo d'arrière-plan sur Zoom, elle est labellisée Scouts et Guides de France. Et d'ailleurs, à ce titre, chez les Scouts et Guides de France, je fais aussi partie du conseil conversion écologique. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt le lancement de notre démarche Église verte dans l'Hérault il y a maintenant à peu près 4 ans. Et donc la première journée écuménique qu'on a organisée en octobre 2019. Pourquoi c'est celle-là dont je vais vous parler? Parce que c'est celle qui a eu le plus de succès. Et les atouts qu'on a vraiment mis de notre côté en amont de cette journée,
il y a plusieurs atouts. Donc, le premier, c'est qu'on s'était pris quand même très à l'avance, hein. La première équipe Église verte dans l'Hérault, elle s'est constituée l'hiver 2018-2019. Et puis, réellement, donc c'est à la rentrée 2019 qu'a eu lieu cette première journée. Le deuxième atout, évidemment, c'est que moi, j'en ai parlé aux pasteurs protestants qui étaient un peu dans les mêmes réseaux que les miens, parce que moi, à l'époque, j'étais responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Montpellier. J'en avais parlé à la pasteure Christine Milk, qui était mon homologue donc, sur la Montpellier Agglomération, pour l'Église protestante unie de France. Le pasteur Luc-Olivier Bossé aussi, avec qui on se connaît bien. Et puis donc le prêtre orthodoxe Pierre Casarian, qui fait partie des fondateurs d'Église verte en France, mais qui est au niveau local, qui est à Montpellier. Voilà. Voilà. Et puis le troisième atout, et vraiment ça a joué en notre faveur, c'est qu'on avait choisi un lieu qui est un lieu écuménique, puisqu'à Jacou, donc une commune de l'agglo de Montpellier, il y a donc un centre écuménique sous le même toit. Il y a donc une église protestante et une église catholique et des locaux communs. Et donc pour cette première journée, on avait choisi ce lieu qui est quand même très connu pour des rendez-vous écuméniques, qui est un lieu paroissial aussi, tant pour les protestants que pour les catholiques. Voilà. Et puis, on avait donc fait cette journée, je vais vous montrer quelques photos qui illustrent bien ce qu'on a fait un dimanche, mais dès le vendredi soir, puisque ça se fait chaque année avec la pastorale des jeunes à Montpellier, avec les protestants et les catholiques, on avait fait une veillée de prière de type thésée. Et donc, dès le vendredi soir, on avait une centaine de jeunes qui étaient déjà venus sur le centre écuménique de Jacou pour prier comme on prie à Thésée. Et ça, on le fait une fois par an, un peu après la rentrée des étudiants à Montpellier, donc fin septembre, début octobre, qui avait un peu amorcé ce que nous, on a appelé l'unité de temps et d'espace de ce grand rendez-vous qui, en définitive, a duré un week-end. Voilà. Donc, ça, c'est l'introduction. Normalement, je vais partager mon écran de telle manière que les photos que je vous montre puissent illustrer mon propos. Voilà, j'espère que vous voyez. Oui. Voilà. Donc, évidemment, il n'y avait pas que des prêtres orthodoxes et catholiques et des pasteurs. Hein. On avait, donc là, je ne vous dis pas parce qu'on n'est pas là pour dire le faire, hein, mais quand même, on avait passé la journée un peu en trois temps. D'abord, la célébration œcuménique du matin, puis un temps de repas partagé pour faire connaissance, parce qu'on s'aperçoit quand même que la convivialité, c'est hyper important. Voilà, donc là, vous avez des photos de la célébration œcuménique. Là, vous avez un peu… Et, voilà. Et la troisième partie, donc c'était l'après-midi, où on a fait un forum, non pas publicitaire pour des associations écolos, hein, mais des associations de Montpellier dans lesquelles des chrétiens sont engagés. Voilà. Donc, vous avez voilà, le CCFD Terre Solidaire, les Scouts et Guides de France, mais aussi des associations profanes, hein, Alternativa, la Cagette, qui est un supermarché coopératif, Vélocité, qui encourage le cyclisme à Montpellier, Objectif Zéro Déchet, la NEF, Enercop, et l'Oasis citadine. Donc, voilà. Alors là, vous avez à l'écran donc Jean-Marie Durand, à qui je dois beaucoup, parce que moi, je suis à l'initiative de ce groupe-là, mais Jean-Marie est mon homologue et lui, il est laïque, c'est un jeune pré-retraité, donc il a beaucoup de temps. Et c'est lui qui a quand même grandement contribué à la réussite de cette première journée et puis des suivantes. Voilà. Voilà, alors là, cette photo, elle illustre bien aussi ce qu'on a vécu. Alors, pourquoi on avait commencé par une célébration œcuménique? Parce que moi, il me semble important que quand on veut vivre l'écuménisme, bien sûr, on se rencontre, on fasse des choses ensemble, etc. Mais commencer à prier ensemble le Dieu des chrétiens, moi, je crois que c'est vraiment la première chose qu'on peut faire. Et quand c'est un dimanche, c'est encore mieux. Lire l'Évangile, prier ensemble, chanter, ça fait partie un peu de ce qu'on a en commun, protestants, catholiques et orthodoxes. Voilà, l'assemblée était un peu étoffée, hein, la photo n'est pas truquée. Et puis après, c'était à la fois aussi un peu j'allais dire, un peu artisanal. Il y a des personnes qui étaient venues présenter leur poulailler, certains étaient venus présenter comment ils fabriquent leurs cosmétiques ou leurs produits d'entretien à la maison. Voilà, c'était assez convivial de pouvoir partager sur des choses qu'on sait faire et qu'on a envie de proposer aux autres. Voilà. Alors évidemment, l'écologie, vous le savez, hein, ce n'est pas que les questions de météo ou de tri des poubelles, mais ça passe quand même aussi par les petites actions que chacun peut mener. Et le partage d'expériences, on s'est aperçu que c'était quand même très riche entre nous. Voilà, je passe un peu vite les photos. Voilà, et il y a une autre chose qui nous a suivis depuis le début, c'est l'expo photo donc, de Yann Arthus Bertrand, qu'on a maintenant plusieurs exemplaires.
qu'on a plastifié avec des œillets, etc., qui est facile à déplacer, qu'on a prêté. On s'en est aussi servi l'année dernière pour des rendez-vous de la pastorale du tourisme et des loisirs. Et donc celle-là, elle accompagne aussi toutes nos journées Église verte dans l'Hérault depuis le début. Bon, c'est pas mal parce qu'il y a une petite citation de l'encyclique Laudato Si du pape François. Et puis ces photos, voilà, ça fait aussi un bon support. Et les personnes peuvent déambuler si on a l'espace suffisant, en plus de la célébration ou du repas ou du forum. Voilà, il y avait quelqu'un qui avait aussi présenté de manière tout à fait artisanale comment il fait de l'apiculture. Hein. Voilà, ça c'est une photo d'une communauté de religieuses franciscaines, petites sœurs de Saint-François à Montpellier, qui sont évidemment très attachées à Saint-François d'Assise et à la question écologique. L'une d'entre elles, donc sœur Marie, elle fait partie de la délégation diocésaine. Voilà, ça c'était le repas. Je vais m'arrêter là. Voilà, juste pour dire un mot sur les 2 autres journées Église verte qu'on a faites dans l'Hérault. La deuxième, donc en 2020, elle était au centre-ville de Montpellier. On avait demandé à des professeurs de médecine, puisque à Montpellier, l'église, la médecine, la botanique et le jardin des plantes sont très liés d'une histoire commune, de nous faire visiter donc le jardin des plantes à Montpellier, qui a une histoire quand même très intéressante par rapport à la recherche. Et puis ensuite, on avait poursuivi par une conférence et une célébration écuménique un dimanche après-midi. Et puis en 2021, c'était à Latte. On avait donc, fait venir une compagnie de théâtre qui s'appelle SketchUp, dont vous avez peut-être entendu parler, qui donc avait donné un spectacle sur le thème de l'écologie. J'oublie le titre, mais ça va me revenir peut-être. Voilà. Ça faisait Écolo partie. Swing. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci Juliette. Et puis on avait aussi vu un film. Voilà, donc ça a eu trois modes un peu trois modes différents. Et la prochaine donc aura lieu en octobre 2022. Et là, on va faire une journée écuménique où on va essayer, parce qu'on s'aperçoit justement, c'est ce que je disais, hein, que c'est pas que le tri des poubelles et la météo, hein, la conversion écologique, de faire quelque chose en lien avec la solidarité aussi. Voilà, écologie et solidarité. Sur un projet qui a lieu sur l'île de Maguelone à Montpellier, où il y a un ESAT. Donc, c'est une structure historiquement qui est d'église, mais aujourd'hui qui est donc à la charge d'une association qui s'occupe de personnes handicapées en réinsertion et qui sont très sensibles à l'écologie parce qu'ils habitent donc sur une presqu'île, ils travaillent sur une île, ils font de la pisciculture et de l'asile. Voilà, j'ai essayé de tenir les 10 minutes, mais je pourrais répondre aux questions ultérieurement. Nous, à Saint-Gabriel, donc paroisse catholique à Paris 20e, on a organisé donc une journée Église verte en 2018, enfin et les autres années aussi, mais c'est surtout celle-là où il y avait beaucoup d'acteurs et on avait eu 150 personnes environ et on avait fait une messe avec une intervention des orthodoxes protestants et également célébrée par Monseigneur au Petit. Alors, je vais vous parler logistique parce que j'ai compris que c'était surtout ça qui était intéressant dans mon intervention. Alors, en termes de programme, ce qu'on a surtout vu, comment est-ce que c'est arrivé ça? C'est pas arrivé d'un coup. Ça s'est vraiment inscrit dans la logique de notre communauté à nous. L'année d'avant, en 2017, on avait fait une messe de la création qui avait eu beaucoup de succès juste à l'intérieur de la paroisse. Du coup, face à ça, notre curé était vraiment enthousiaste pour recommencer l'année d'après. Et donc, c'est à son initiative en disant, mais là, il faut faire venir Monseigneur au Petit, voilà, faut faire connaître tout ça. Et du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est un peu une logique de petits pas. On n'a pas d'un coup décidé de faire un grand truc, en fait. Donc, on a repris ce qui avait bien marché l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on avait donc la journée de la création et messe de la création, on fait ça en début octobre. Donc dès mai, je pense, à peu près maintenant finalement. Mai-juin, on s'était réunis avec lui.
Donc, il nous avait proposé, nous, groupe Vivre Laudato Si, en disant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine? Faudrait réfléchir à un thème. Donc, on avait, en gros, dès mai-juin, défini un thème ensemble. Voilà, on avait défini que ça serait l'eau cette année. Et puis après, lui, il avait demandé à Monseigneur au Petit, d'ailleurs, je me souviens qu'il était déjà pris à l'époque, mais que du coup, je sais pas, il avait insisté, ou bref. Donc, ça a quand même été possible. Et on a fait une réunion avec toutes les personnes du groupe pour voir ce qu'on pouvait mettre en place. Du coup, je vais partager mon écran pour vous donner un peu une idée de ce que ça a donné. Alors, voilà, donc, alors, attendez, j'ai mon truc qui se met sur Zoom. Voilà, je mets, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Ah, super. Donc, le premier truc qu'on a fait, ça a été de définir ensemble ce qu'on voulait faire. Donc, d'abord une messe. Donc, ça, c'est le tract qui avait été fait, je pense, dès mai-juin. Voilà, célébré avec Monseigneur au Petit. On avait juste défini le thème de l'eau à l'époque. Ensuite, on avait dit, ça serait bien que tout le monde, on puisse faire déjeuner tout le monde, donc repas partagé tiré du sac. Et ensuite, des ateliers et des témoignages. Et à ce stade-là, en mai-juin, on avait quelques idées. On a déjà un compost, un jardin. Nous, on avait démarré depuis 2-3 ans un groupe, donc on pouvait témoigner dessus. Il y avait une personne de notre groupe qui sait fabriquer des produits de toilette. Elle proposait de faire un atelier, etc. On s'était mis en lien avec l'équipe Église Verte qui nous a aussi proposé de faire des ateliers sur Bible et création. Et d'autres ateliers. Alors, d'un point de vue organisation, ce qui a vraiment été important, c'est que dès mai, donc c'est notre curé qui a contacté donc Monseigneur au Petit, la représentante de la communauté orthodoxe et le représentant protestant également. Et nous, en interne, on a contacté toutes les personnes de la paroisse qui pouvaient être impliqués. Donc, ça a été la chorale, par exemple, pour les chants de la création, ça a été les scouts, ça a été l'accueil, ça a été ceux qui s'occupent de la décoration florale, pour que ce soit qui prévoit en fait quelque chose, qui propose en fait en lien avec l'eau. Donc, on a prévenu tous les acteurs externes et internes. Et surtout, le truc qui avait bien marché, moi je trouve, c'est qu'on n'avait envoyé que des emails personnels à chacun pour les impliquer, la responsable de la chorale, une personne scout. Et on n'avait pas fait un mail général à tout le monde en disant « mobilisez-vous ». On avait prévenu chaque personne d'un petit groupe et puis on s'était tous rencontrés. Ça avait vraiment été efficace, moi j'avais trouvé, pour mobiliser les personnes et co-construire ensemble le contenu. Alors après, dans les infos importantes, ce que je peux vous dire de plus, c'est que voilà, c'est bien aussi d'avoir une personne qui sait faire des tracts ou qui met à jour le site web. Donc nous, on a Pierre Benoît qui fait ça très rapidement. Donc c'est lui qui a fait ça. Et c'était très pratique pour envoyer par email. Quand on envoyait nos mails personnels, on avait ce tract en pièce jointe. Et donc tout de suite, en fait, ça posait l'événement, en fait. Et on n'avait pas à réécrire tout dans chaque email. Donc voilà, petit conseil pratique. Prévoir, même on n'avait pas encore le programme détaillé de tout ce qu'on allait faire dans les ateliers, mais on en avait mis plusieurs et on envoyait ce tract dans les emails. Donc voilà. Et ensuite, l'été est passé et fin août, là, on a commencé à attaquer la logistique. Alors là, je vais vous partager du coup un tableau. Donc concrètement, dès fin août, on s'était réunis donc dans notre groupe équipe Laudato Si. Super. Donc, concrètement, comment on avait fait? Alors, on avait, vous voyez, 9 plus exactement 7 ateliers. Et donc, pour s'organiser, on avait mis ce tableau-là en ligne. Pour chaque atelier, par exemple, visite du compost et jardin, on avait décidé entre nous qui pouvait l'animer.
donc, on a été voir plus loin que notre groupe Vive Laudato aussi. Hein, comme je vous disais, on avait été voir chorale, scout, enfin, toute personne, voilà, qui… Surtout, le point clé, c'est qu'on a contacté personnellement parce qu'il y en a plein qui ne se sentent pas légitimes, qui disent non, mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas très écolo, etc. Et en fait, ce n'est pas le sujet. On a besoin de tout le monde. Et donc, du coup, on avait été contacter un par un les gens pour leur proposer voilà, de venir participer avec nous. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, il y a des personnes qui savent qu'elles animent ça. On avait défini ensemble le nombre maximum de participants. Où est-ce que ça se passerait, intérieur, extérieur, et tous les détails. Donc, dans l'événement, ce sera départ vers 15 heures, voir s'il y aura, où est-ce qu'on se retrouve, etc. Et j'avais fait un bilan après, voilà, nombre final. Ça, c'était plus pour notre bilan à nous. Et on avait fait ça pour tous les ateliers. Donc, voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Quand il y avait des points logistiques importants, par exemple, s'il faut prévoir un vidéoprojecteur, bien sûr, on l'inscrivait, comme ça on était sûr de ne pas l'oublier. Et je vais vous donner aussi un autre détail important qui avait logistiquement été utile. Alors, je vais vous partager cette fois, voilà, partager. Donc, on avait prévu pour tous nos ateliers, est-ce que vous voyez donc nos affiches? Oui. Super. Pour que ce soit déjà prêt, on avait affiché ça dans la grande salle. Atelier 1, voilà, le titre, visite compost et jardin, qui s'en occupe parce que ça permet d'aller en parler à la personne. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, d'où on part? Départ d'ici, pour aller au compost jardin. Et on indiquait donc à chaque fois où ça avait lieu. Et pour que ça fonctionne le plus possible de manière autonome, on va dire en intelligence collective, sous ces affiches, on avait également mis une liste pour que les gens puissent s'inscrire eux-mêmes. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, j'étais contente de voir que je les avais toujours pour vous le montrer. Et donc, atelier 1, eh ben, les gens pouvaient s'inscrire avec un stylo à côté directement et on avait mis exactement le nombre de places possible. Donc là, c'était jusqu'à 30. Mais par exemple, sur l'atelier numéro 3, on avait dit maximum 10 personnes. Donc, il ne pouvait pas y avoir plus que 10 lignes. Donc voilà, on avait préparé tous ces petits trucs en avance. Et ce qui fait que ça a rendu la journée assez fluide. Et là, je vais retourner du coup sur le tableau parce que j'ai d'autres points à vous montrer. Donc, je suis revenue au tableau. Vous le voyez, Juliette? Oui. Voilà. Les points importants aussi, c'est qu'on avait prévu, ici, vous voyez, dans cette ligne, de pouvoir occuper les enfants. Donc, 6-12 ans, on avait demandé aux scouts qu'ils fassent un atelier, voilà, fabrication de tables et nœuds ou montage-démontage, avec une personne qui s'en occupe responsable pour faire le lien, et également une garderie jusqu'à 5 ans pour que les familles puissent venir. Et ça, c'était super important dans notre communication, de dire que voilà, tout le monde pouvait venir et qu'il y avait des animations pour les enfants en autonomie. En l'occurrence, on n'avait pas réussi à trouver des gens pour la garderie. Je pense qu'on avait dû s'y prendre un peu tard et ça, c'était dommage. Et on avait tout prévu exact et aussi sur qui s'occupe des vidéoprojecteurs, qui s'occupe de l'accueil. Est-ce qu'on fait une participation? Voilà. Donc moi, je peux très bien vous partager ce tableau, même s'il est personnel. Ça donne une idée de tous les trucs auxquels on avait pensé et ça peut être très facilitant. Un autre point vraiment clé, c'est qu'on avait une personne qui était à l'accueil et qui avait un listing pour prendre les adresses e-mail de tous les gens qui étaient intéressés par un futur événement. Et du coup, on avait récolté beaucoup d'adresses et ensuite, on avait pu partager facilement non seulement les documents, mais aussi les futurs événements qu'on a faits pour qu'ils puissent revenir ou si on fait une conférence. Et ça, c'est vraiment très précieux. Donc maintenant, on a un listing de personnes intéressées. Dans notre communication, et je vais bientôt terminer parce que je vois que les 10 minutes arrivent à leur fin, on ne s'est pas adressé que aux communautés chrétiennes. On a également parlé de ça dans notre quartier. Donc, on a diffusé les tracts dans les endroits, magasins, boîtes aux lettres et aussi réseaux d'amis. Donc, on avait des associations, par exemple, de végétalisation de la place de la Nation qui sont venues et qui ont pu intervenir. Voilà. Donc, si vous avez besoin, je peux partager ces documents-là.
Et puis, pour terminer, je vais juste vous montrer en image rapidement ce que ça a donné sur les photos. Hop, donc partager. Et là, ça donne ça. Est-ce que vous voyez les photos? Oui. Voilà. Donc, ça, c'était le grand repas dans la salle paroissiale. Intervention, par exemple, d'une personne d'une association. Voilà, l'intervention de Monseigneur au Petit, différents intervenants, l'atelier avec les scouts, une salle avec un atelier. Et puis après, voilà, on avait fait aussi intervenir les enfants du caté, de l'éveil à la foi. Ça, c'était ce que les enfants de l'éveil à la foi avaient fait dans leur séance de rentrée pour la messe de la création, etc. Voilà, je vous laisse la main si vous avez des questions. Merci encore. Jean-Pierre, c'est à toi. Et après, on aura les questions. Et si vous en avez déjà, vous pouvez les écrire dans la discussion aussi. Voilà, eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous, hein, et je vous salue aussi de la part du bureau d'Église verte dont je fais partie. Alors, je vais compléter ce qui a été dit, et en particulier sur un exemple particulier. C'est quand, quelque part, un groupe, quelques personnes se disent, là, il y a un événement, il y a quelque chose, il y a une occasion qu'il ne faut pas manquer. En l'occurrence, c'était en janvier 2020. On était quelques-uns à la Fédération protestante, avec Église verte, avec une responsable de la région de Marseille, de se dire, il y a un événement à Marseille, le congrès sur la nature, en juin. Nous sommes en janvier. Là, il y a quelque chose que les églises de Marseille ne doivent pas manquer. Voilà. Seulement, nous avons décidé ça en petit groupe à Paris. Et là, l'objectif, c'est comment faire passer cette idée, la faire accepter, la faire s'approprier par les églises de Marseille. Donc, comme on avait une personne dans le milieu protestant, la responsable des églises protestantes du consistoire, elle a pris un peu la liste des gens qu'elle connaît, des différentes églises, et puis on a fixé une réunion en février pour se rencontrer, avec aussi une personne bien compétente dans l'environnement et membre de l'Union nationale de la conservation de la nature. Et tout simplement, on a présenté, bien voilà, il va y avoir un événement important de portée mondiale, nationale à Marseille. Est-ce que vous en avez entendu parler? La plupart, non, à cette époque-là, n'avaient pas encore réalisé. Ah bon? Ben alors on a donné quelques explications. Et puis on l'a porté sous forme de questions. Et est-ce que ce ne serait pas une occasion peut-être de faire quelque chose d'intéressant, voilà. Surtout pas venir avec une idée préconçue ou quelque chose, parce que là, on savait qu'on n'allait pas faire adhérer. Et ce qui était important, c'était que les personnes sur place s'approprient l'idée. Et puis on a lancé, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant cette semaine? Ah ben tiens, moi, ma chorale pourrait faire quelque chose, et puis on pourrait avoir un atelier de discussion dans telle église, et puis, bon, tout ça très bien. Eh bien, continuons à réfléchir. On se donne rendez-vous dans un mois pour se retrouver. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos pasteurs, etc. Faites mousser un peu les choses. On savait qu'en parallèle, le diocèse de Marseille faisait à peu près la même chose et on avait l'intention de faire quelque chose d'écuménique. Mais on s'est dit, on va commencer par travailler chacun dans sa sensibilité pour avancer. Et ça commençait à prendre forme quand, malheureusement, mars est arrivé, c'était en 2020, pandémie, congrès qui devait avoir lieu en juin, reporté. Plof. Et c'est vrai que du coup, quand on prépare quelque chose, on a souvent des obstacles en route. Bon, c'est pas grave, c'est en veilleuse, on se retrouve à la rentrée, on relance ça en septembre. Et puis en septembre, nouveau report, ah ben non, le congrès, ce sera l'année prochaine. Et là, les choses ont été un peu bizarres. Certains se sont découragés, non, ben ça y est, c'est quelque chose qui tombe à l'eau. Et puis d'autres qui étaient très motivés, on continue à travailler, on en parlait, et puis se sont un peu organisés sans forcément communiquer, parce qu'il n'y avait plus de communication, voilà, ça évolue un peu un petit peu chacun dans son coin, certains se sont retirés, d'autres avancés.
Et quand le congrès a été réannoncé, le petit groupe qui avait avancé, il avait finalement pas mal avancé, mais il s'était aussi un petit peu autonomisé dans une autre direction. Alors, comment faire pour ressouder et pour recréer la dimension écuménique qui était prévue au départ? C'était en train de tourner un petit peu par chapelle. Ah, comment faire? Et c'est là que je pense que la diplomatie et l'humilité des organisateurs est importante. Une des associations qui s'était impliquée au début, qui avait même mis déjà des fonds dans le projet, qui avait même réservé, etc., s'est retrouvée complètement oubliée. Le petit groupe qui avait repris les choses en main, c'était des nouveaux, ils avaient même oublié qu'une association s'était impliquée. Je me suis dit, aïe, 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 ça risque de coincer quand cette association va prendre ça, si elle monte sur ses grands chevaux, et il va y avoir des petits clashs, et une fois qu'il y a des clashs, c'est mort pour rattraper les choses. Donc à plusieurs, on a réfléchi, et puis on s'est dit, on va y aller en douceur. La première chose, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a créé ce petit obstacle. C'est toujours important quand on arrive devant un obstacle, non pas de se dire il faut qu'on remette les choses sur les rails, ça ne sert à rien. Il faut d'abord comprendre pourquoi c'est un peu sorti des rails. Voilà. Alors, voilà, discrètement, j'ai renvoyé un mail un peu à tout le monde, à toute l'équipe du début, comme ça, demandant ah bon, où est-ce que ça en est, ça approche, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'un groupe avait continué à travailler, puis était sur des rails un peu différents de ce qui était au début, et que l'association qui s'était impliquée, elle s'était retrouvée en dehors, sans aucune mauvaise volonté, hein, c'est simplement les choses qui avaient évolué. Et je me suis dit, si je dis « et alors les autres, vous avez oublié, etc. », ça va créer voilà, un petit choc, un petit peu de réticence. Ça, non, on n'a jamais oublié, etc. Voilà, surtout pas. J'ai dit, ah ben c'est très bien, c'est formidable ce que vous faites, merci d'avoir continué, etc. Et au cas où vous auriez besoin, voilà, je vous rappelle qu'on est à votre service. Nous, à la Fédération protestante, on peut vous apporter voilà, des ressources. Et puis, il y a une autre association qui a aussi un intervenant possible, et puis, etc. Bon, puis j'ai reçu un mail. OK, merci, merci de penser à nous, c'est sympa. Et quelques semaines plus tard, cette équipe me recontacte et dit « Ah oui, en fait, on a un intervenant qui nous manque, et puis un atelier de votre association, là, ce serait pas mal aussi. » Je dis « OK, aucun problème. » Et parce qu'on a lancé quand les choses coincent un peu, il faut lancer quelques pistes comme cela avec humilité, avec bienveillance, surtout pas avec quelque chose qui pourrait être un reproche. La mayonnaise a repris, tout le monde s'est remis ensemble, et Olivier, qui est là avec nous ce soir et avec qui finalement on a repris les choses pour faire reprendre cette mayonnaise, ça a été extraordinaire. Voilà, Olivier vous salue. Et on a pu, comme cela, ensemble, redonner la dynamique écuménique, remettre tout le monde ensemble, réorganiser des choses qui ont été extraordinaires. Au sein du congrès lui-même, il y avait un stand, il y a eu une célébration écuménique fabuleuse. Olivier a pu mobiliser toutes les églises de la région pour faire un témoignage. On a pu avoir une rencontre importante avec des intervenants dans le temple protestant. On a pu avoir une soirée formidable à Notre-Dame de la Garde là-haut, qui avait été privatisée pour nous avec un coucher de soleil et une célébration. On a vécu des choses extraordinaires, alors que ça aurait pu complètement capoter. Donc, quand on organise quelque chose et qu'on est un peu loin, parce que nous, de loin, on ne pouvait pas organiser ça, mais comment réussir à faire passer le message? Comment permettre aux personnes de s'approprier une idée et d'en devenir les acteurs? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à gérer, qui demande de la prière, de l'humilité, demander à l'esprit de nous conduire, parce que quand on organise quelque chose comme ça, il y a toujours un obstacle quelque part. Voilà. Donc, on a organisé, on a pu vivre quelque chose sur plusieurs jours, en plusieurs lieux, dans la ville, avec une belle communion
écuménique. Voilà, grâce un petit peu à… Et c'est un peu notre rôle, hein, les ambassadeurs ou autres, d'être ces catalyseurs. Quelquefois, on doit être les organisateurs. L'exemple que nous a donné Anne-Sophie juste avant, voilà, c'est une dynamique qui est locale. Elle fait attention de bien mettre les gens dans le coup, de bien prendre, de bien organiser, etc. D'autres fois, on a simplement le rôle de catalyseur, bienveillant, d'être prêt à aider, de savoir se retirer aussi quand c'est nécessaire. Il nous a fallu un moment nous retirer pour que ce qui était en train de germer localement et qui était en train de, voilà, de pousser ne se sente pas surveillé. On n'était pas là pour regarder par-dessus l'épaule ce qu'il était en train de faire, mais pour accompagner. Voilà, c'est aussi une qualité qu'il nous faut développer chez les ambassadeurs. Voilà, pile 10 minutes, j'avais mis mon chrono. Bonjour, alors je mets la vidéo, c'est plus sympathique. Donc moi, je fais partie d'une petite paroisse de Saint-Maur-des-Fossés, donc EPUF, protestante. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, c'est toujours un peu les mêmes. Et j'étais plutôt, donc c'est super les grands événements, mais ils n'ont pas lieu beaucoup de fois. Enfin, je veux dire, si on arrive à faire un événement tous les 2-3 ans, œcuménique, c'est déjà, c'est déjà très difficile. On est plutôt sur des micro-événements et pour avoir des retours d'expérience sur ce qu'on pourrait faire et comment intégrer des événements Église verte. Alors, j'ai entendu l'exposition de Yann Bertrand, j'ai entendu l'exposition Église verte, mais également, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur des micro-événements locaux, enfin paroisses, dans lesquels on pourrait mettre des petits événements autour de la création, autour d'ateliers nature, environnement, etc. Est-ce que vous aviez des petits conseils comme ça pour nous aider à organiser notre prochaine fête qui a lieu au mois de novembre? Donc, c'est un moment où il fait quand même assez froid et on reste plutôt à l'intérieur. Merci beaucoup. Alors, moi, Juliette, je peux juste donner un petit exemple parce que donc moi j'ai parlé de notre premier grand rendez-vous qui était au niveau donc, du diocèse et de la métropole de Montpellier. Mais personnellement, dans ma précédente paroisse, on avait commencé 3-4 ans avant, dès que la saison de la création a commencé. Je crois que c'est un peu les orthodoxes qui ont commencé le mois de septembre, mais quand ça a commencé aussi à être proposé chez les protestants et les catholiques. En fait, en tout cas, je parle en tant que catholique, ce qui rassemble et ce qui fédère les catholiques, c'est quand même un peu le dimanche, quand même. C'est là où on est sûr d'avoir un peu de monde et de se rassembler. Et nous, la première chose qu'on avait faite, c'était un dimanche du mois de septembre, donc peut-être 2014-2015, donc maintenant c'est un peu ancien. C'était la messe du dimanche. Et en fait, on s'était dit, parce que c'était une messe où c'était des jeunes qui animaient, ben là, il faut qu'on mette la création à l'honneur. Voilà. Et on avait commencé, enfin, je me rappelle très très bien, c'est un peu anecdotique, mais en fait, ça avait beaucoup plu aux gens, de se dire, mais comment dans notre liturgie, on va faire intervenir la nature, les animaux, les végétaux, le minéral, etc. Et on avait demandé aux jeunes de l'aumônerie de venir à la messe avec leur animal domestique. Bon, on avait une tortue, un lapin, un poisson rouge, un chien, etc. Et puis, nous, on avait demandé aussi à des adultes de venir avec, vous savez, je ne sais pas si ça se fait comme ça chez les protestants aussi, le dimanche avant Pâques, c'est le dimanche des rameaux, on vient à la messe avec des rameaux. Bon, voilà. Alors, on était en septembre, donc on était, pas du tout le dimanche des rameaux, mais on était venu avec des rameaux aussi, voilà. Et puis, on avait fait un décor aussi avec du minéral, des sables, des rochers, etc. Voilà. Et on avait fait un dimanche de la création au niveau liturgique, et ça avait un peu commencé comme ça, puis ça s'est reproduit plusieurs fois, parce qu'en fait, entre guillemets, c'est assez facile le dimanche, parce que le dimanche, c'est ce qui nous rassemble, c'est là où on vient de manière habituelle, hebdomadaire. Voilà. Et puis, petit à petit, c'est devenu un peu plus, voilà, un peu plus gros. Mais effectivement, il faut commencer par des rendez-vous un peu modestes qui vont fédérer les gens sans que ce soit trop compliqué, sans qu'il y ait trop de logistique ou d'intendance derrière pour commencer. Voilà, juste un petit exemple simple.
Oui, moi je peux effectivement. Ça va vraiment dans le même sens. Nous, on a vraiment commencé par des petits pas en fait. Et je me souviens plus trop la première messe de la création, mais je pense que c'était à peu près dans ce qui vient d'être décrit. C'était une messe, puis l'après-midi, on avait dû faire, je sais pas, peut-être un film qu'on a diffusé. Voilà. Et puis on en a parlé autour de nous, dans le quartier. Puis c'est facile, un film. On peut en parler à des voisins, à des amis. Ça fait rapidement venir du monde, en fait, qui peuvent être intéressés. Et puis surtout, le truc clé, c'est que à la fin de chaque événement, on prend les noms des personnes qui voudraient être prévenues pour le prochain. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu de plus en plus de monde. Et une autre fois, on avait fait un atelier fabrication de produits ménagers, tout simplement parce qu'il y a une paroissienne qui sait faire. Voilà. Même s'il y avait que 8 personnes, hein, je crois. Et ça avait donné envie. Et puis une autre fois aussi, fabrication d'éponges Tawashi. Ça, c'est le truc qui marche très très bien. On récupère des chaussettes. Alors sur Internet, on trouve plein de tutos. Et voilà, nous, on peut partager aussi s'il y a besoin via Juliette. On récupère des vieilles chaussettes propres. Et puis, ça permet de tisser des espèces d'éponges en tissu. Et ça marche très bien. On le fait régulièrement. Tout le monde aime. C'est intergénérationnel. Voilà, juste des petites choses comme ça qui réjouissent tout le monde et réunissent. Merci. Quand on demande les adresses comme cela, pensez sur la feuille à peut-être signer ou demander l'autorisation pour être OK avec la réglementation sur les données que l'on recueille. Oui, effectivement. Merci. Voilà, voilà. Merci Jean-Pierre. Anne, tu avais une question. Bonjour, excusez-moi, je suis dans la rue, je rentre du travail. Donc, je suis dans la paroisse Épuf du Raincy, dans le 93. Nous, comme petite animation, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est de faire des fresques du climat. Et ça, en fait, ça se fait par petits groupes entre 4 et 8 personnes. Et voilà, il faut juste trouver quelqu'un qui est animateur de fresques, mais ça, c'est facile à trouver. Et en fait, c'est un très bon moyen de commencer petit, comme vous disiez, puisqu'après, ceux qui ont fait la fresque, eh ben, ils peuvent en parler à leur famille, à leurs amis et à leurs amis du temple. Et puis ainsi de suite, on peut faire d'autres fresques avec plus de personnes après. Merci Anne. Et en plus, il y a plein d'autres types de fresques qui existent sur d'autres sujets écologiques. Hélène, Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste partager ce qu'on a fait l'année dernière à Besançon pour le temps pour la création. C'était petit et simple parce qu'on s'y est pris assez tard et qu'on n'était pas très nombreux dans l'équipe. On a repris la proposition, je pourrais la partager, de Dominique Lang dans le Pèlerin Magazine. C'est très beau ce qu'il a proposé. Et on a juste, bon, alors comme le thème c'était la tente d'Abraham, on a construit une belle tente et on avait mis plein de citrouilles, des noix. C'était l'automne, donc il y avait plein des pommes, une belle déco avec les fruits de la création de la saison. Et en fait, il y avait une procession avec des aliments qui étaient dans le texte de la tente d'Abraham, avec le lait, le miel et je ne sais plus quoi. Et à chaque fois, dans cette proposition, il y a un texte de bénédiction qui est très beau. Et voilà, c'était tout simple, assez facile à mettre en œuvre et vraiment très beau. Je vous partage le texte dans le fil de discussion. merci. Pierre, Henri-Noël, Alain et de nouveau Anne. Et après, si ça vous va, je vais vous envoyer dans des salles de discussion. Alors, je rebondis sur l'avant-dernière proposition donc, de l'animation d'une fresque du climat. Bon, nous, de notre côté, on s'y intéressait un peu individuellement, on en avait parlé entre nous, etc. Et on avait conclu que parfois, ce n'était pas très bien animé, et notamment parce que le débriefing, qui fait quand même partie de la dernière heure de l'animation de la fresque du climat, était un peu pessimiste. Bon, voilà. Et donc, Jean-Marie Durand, dont je vous ai parlé, qui est mon coéquipier et qui est donc maintenant responsable de la délégation diocésaine à l'écologie intégrale, a contacté la fresque du climat au niveau national et en leur demandant si on pouvait animer la fresque du climat en contexte chrétien, enfin, voilà, avec, à la lumière de l'évangile et puis avec quand même une touche d'espérance dans ce temps de débriefing. Alors, la première réaction de la fresque du climat, enfin, en tout cas les organisateurs, c'est de dire non, 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 la fresque du climat, ou bien vous en servez telle qu'elle parce que c'est labellisé, ou bien vous en servez pas. Et puis, en un deuxième temps, ils sont revenus vers Jean-Marie Durand et deux, trois autres personnes qui sont les référents diocésains à l'écologie intégrale en disant on a réfléchi à votre proposition, oui, on vous autorise à animer la fresque du climat et à vivre le débriefing
en ces termes en contexte chrétien. Voilà. Et donc, nous, récemment, au mois de mars, là, à Montpellier, on avait une journée dans le diocèse de formation pour les prêtres et les laïcs. Et on a animé donc, pour la première fois la fresque du climat en contexte chrétien avec 70 personnes. Et en fait, c'est très, très, très intéressant et très concluant. Donc, Jean-Marie Durand peut éventuellement nous donner les conseils. Et là aussi, en passant par Juliette, on pourra vous donner les infos. Évidemment, c'est super. C'est très, 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 très bonne initiative. Merci. Henri Noël, alors. Oui, bonjour à tous. Oui, simplement pour un tout petit témoignage qui date il n'y a pas longtemps, parce que c'était dimanche. Donc, dans notre paroisse, on a organisé un rallye des clochers. Donc, l'idée, c'était d'aller dans 3 clochers sous forme de randonnée, 3 églises sous forme de randonnée. Il y avait une randonnée d'une 15aine de kilomètres, qui n'était pas prévue avec l'éclairage Laudato Si au départ. Et on a simplement rajouté 2-3 petits points. Une présence à un moment le long de la Loire, parce qu'on passait le long de la Loire. Donc moi, je m'étais positionné avec une longue vue pour essayer de voir des oiseaux, etc., puis parler un petit peu de ça. Deuxième élément qu'on a ajouté, c'est qu'on traversait une zone humide. Et donc on avait élaboré un quiz sur la zone humide pour faire réfléchir à un certain nombre de sujets autour de l'eau et de la biodiversité. Donc voilà, c'était... Bon, en plus, lors du repas, tri des déchets, etc. Mais voilà, avec quelques petits points comme ça pour donner quelques touches un peu église verte. Donc, des choses assez simples. Merci. Alain ? Oui, alors moi, c'est pour vous donner 2 expériences qu'on a fait. L'année dernière, pour le temps de la création, on a fait un week-end avec effectivement 3 tables de fresques du climat, donc ça fait 20 personnes, parce qu'on a les animateurs aussi fresques du climat chez nous. Donc il y avait ça, c'était le samedi après-midi, avec en même temps présentation d'église verte dans l'église, et une célébration œcuménique à la fin, puisque bon, j'ai les doubles casquettes écologie et œcuménisme. Donc ça, c'est... Et le dimanche, il y a un marché qui se passe tous les mois, le 3e dimanche du mois sur Antibes, et où on a participé. C'est un marché de petits commerçants écologiques, etc. Voilà, et où il y avait le CCFD aussi qui a participé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et là, dernièrement, là, pour le carême, on a fait sur le diocèse de Nice. Là, c'était plutôt catho, mais enfin, on a invité tout le monde de toute façon. On a fait une balade éco-spirituelle avec une balade de 5 km, de l'ordre de 5 km dans la campagne autour d'une abbaye, et avec 4 temps on s'arrêtait avec des temps qui avaient été préparés par 2 des membres de l'équipe diocésaine à chaque fois. Voilà. Merci Alain. Merci tout le monde pour les partages. Donc merci aux intervenants, merci pour vos questions, merci pour vos partages dans les salles. Je vais vous lire 2 versets bibliques pour clore cette formation. Les premiers sont dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 15 à 16. « Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. » Voilà, donc porté par ces versets, je vous encourage à organiser des événements qui font venir du monde. Et le deuxième passage que j'ai choisi, c'est pour vous encourager au partage pendant les événements et à une logistique écologique. Donc c'est dans l'évangile de Jean, mais on le retrouve dans presque tous les évangiles, il me semble, c'est le partage des pains et des poissons. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Excusez-moi. Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Philippe lui répondit, un de ses disciples, André, le fils de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?»
Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus, pour ceux qui prenaient cette nourriture.